RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Mardi politique sur RFI et France 24. Mon invité ce soir est Gilles Plattret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Chalon-sur-Saône, vice-président des Républicains et accessoirement candidat aux législatives. Est-ce que vous pensez, pour commencer, Gilles Plattret, que Damien Abad, ministre des Solidarités, qui a quitté les Républicains en fin de semaine dernière pour rentrer au gouvernement, va pouvoir se maintenir malgré les accusations de viol à son encontre? La pression est très forte, on le voit bien. L'actualité médiatique tourne autour de cette affaire. Je suis favorable, et je pense que tout le monde doit l'être, à la présomption d'innocence. Je crois savoir que le procureur a été saisi des deux affaires. Une affaire qui avait initialement été classée sans suite et une nouvelle affaire qui a été révélée par vos confrères de Mediapart. Ouais, alors pour être précis, même il faut rappeler qu'en fait la première affaire qui remonte à 2010, celle-là n'a pas donné lieu à un dépôt de plainte, c'est celle dont vous alliez parler, et que la seconde, qui elle date de 2011, a été classée sans suite à 2 reprises. Alors, on verra si, voilà, parce qu'il n'y a pas eu de constitution de partie civile, etc., donc l'affaire n'a pas été relancée. Pour répondre à votre question, je pense qu'il est urgent que, sans doute, la justice s'intéresse à cette affaire et dit s'il y a lieu ou pas de poursuivre. Moi, je suis tiraillé entre deux choses. La présomption d'innocence, parce qu'on ne peut pas uniquement livrer en pâture quelqu'un uniquement sur des témoignages qui pour le moment sont anonymes, hein, vous l'avez vu dans ce qui a été dit, parce que ça veut dire que demain tout peut être déstabilisé par un simple témoignage. Et l'autre côté du tiraillement, c'est qu'on doit évidemment écouter la parole de la ou des plaignantes. Donc je crois très honnêtement que le problème risque d'être judiciaire. Il est aujourd'hui vraiment politique. Est-ce que le gouvernement pourra tenir longtemps sur cette situation-là ? Est-ce que Damien Abad, qui a dit hier qu'il ne souhaitait pas démissionner, tiendra longtemps lui-même ? Moi, je ne me garderai bien, parce que je pourrais aussi laisser parler le ressentiment. J'avais fait partie de ceux qui, il y a un mois, avaient demandé la démission de M. Abad du groupe à l'Assemblée nationale, parce qu'on savait très bien qu'il allait basculer. Il avait des contacts déjà avec certains conseillers élyséens. M. Solaire, pour ne pas le nommer, vos confrères du Figaro avaient révélé cette information. Et surtout, il avait refusé de voter une ligne d'indépendance des Républicains. Comme président du groupe, il me semblait qu'il ne pouvait pas rester. Mais je ne vais pas laisser parler le ressentiment, parce que c'est deux choses différentes. Donc il y a la présomption d'innocence, il y a la parole des victimes ou des plaignants. Alors justement, à propos de la parole des victimes, au fond, la question qui se pose aujourd'hui, mais ça n'est pas la première fois, c'est est-ce que dans ce type d'affaires, la parole des femmes doit être présumée juste, présumée vraie, par principe? Non, elle doit être écoutée par principe. Mais c'est à la justice de dire si elle est juste ou pas. Parce que vous comprenez bien que s'il suffit qu'on prenne la parole pour dire vous dites la vérité, on est en dehors de l'exercice de la justice qui est par essence contradictoire. Ça, c'est un principe de l'état de droit. Mais d'un autre côté, dire a priori tout ça, ce sont des mensonges, des calomnies, ça ne fait pas avancer la cause de la vérité non plus. Donc c'est pour ça qu'il est important, me semble-t-il, qu'en l'État, cette affaire puisse, aux yeux de la justice, être tranchée. Et on verra en tout cas si le procureur se saisit. Il est saisi officiellement. Donc là, au moins, on aura un arbitre. C'est le juge qui dira, eh bien, j'accepte dans un premier temps d'engager des poursuites, des enquêtes. Et à ce moment-là, on avisera. On va écouter sur cette affaire ce que dit Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. Qui peut imaginer un seul instant que le président de la République, M. Macron, que la première ministre, Mme Borne, ne savait pas. Vous savez, elle l'a dit qu'elle ne savait pas. Il est évident que M. Macron, Mme Borne ont fait ce choix en pleine connaissance de cause. Nous savions qu'il y avait eu des plaintes qui avaient été classées sans suite, voilà de nombreuses années. Alors, Xavier Bertrand dit donc que le président de la République, la première ministre, le Premier ministre, c'est une autre affaire qu'on ne va pas trancher ici, savaient nécessairement. On dit beaucoup aussi, on entend beaucoup dire en tout cas, depuis ces révélations, qu'au sein des Républicains, il se disait que Damien Abad n'avait pas toujours un comportement irréprochable avec les femmes. Est-ce que vous aviez constaté ce genre de choses ou entendu parler de ça? Non, alors absolument pas. Voilà.
Je pense que peut-être que ces rumeurs, alors qui ressortent beaucoup aujourd'hui, comme par hasard, hein, cette affaire est en train... Ben oui, c'est souvent comme ça. Ces rumeurs étaient peut-être plus circulantes au sein du groupe parlementaire dont Damien Abad était le président. Pour autant, là, on est sur une qualification de viol, en tout cas de la part des plaignantes. C'est bien d'un viol qu'il s'agit. Donc, on est quand même sur un niveau d'engagement criminel qui est particulièrement responsabilisant. Donc, je dis simplement que, et pour le coup, je pense que Xavier Bertrand a raison, cette affaire, il y avait une première affaire classée sans suite. La presse elle-même, en 2017, avait déjà fait écho de cette affaire. C'était au moment où Damien Abad était devenu l'un des porte-parole de la campagne de François Fillon. Et cette affaire était sortie dans la presse déjà, mais en disant très clairement qu'elle était classée sans suite. Après, bien évidemment, Xavier Bertrand a raison, et le président de la République et la première ministre avaient connaissance de ce que la presse elle-même avait révélé. On ne peut pas penser que dans une République qui contrôle absolument tout, qui a été quand même singulièrement échaudé par des cas fameux, on pense à Cahuzac en particulier, ne scanne pas tous les candidats à un poste ministériel. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement prend autant de temps dans sa formation. C'est qu'on ne nomme pas du jour au lendemain. Quand on a quelqu'un en vue, on passe au crible ses impôts, son patrimoine, ses éventuels conflits d'intérêts, et puis également d'autres affaires qui pourraient le concerner. Dans ces cas-là, ça signifierait que la présomption d'innocence, dans l'esprit du président de la République et d'Élisabeth Borne, doit prévaloir. Ben bien sûr, et je pense que c'est d'ailleurs un peu la position du gouvernement. Cette position, vous la trouvez respectable ? Et je pense qu'en tout cas, il y a sans doute eu un choix. Que la présomption d'innocence prévale, c'est une évidence. Après, il y a eu un choix. C'est-à-dire qu'au moment où on décide de nommer Damien Abad, c'est qu'on pense que malgré le risque de voir ces affaires classées sans suite remonter. Alors là, il y a une nouveauté, puisqu'il y a une nouvelle affaire qui n'a pas été traitée par la justice, mais remontée à la surface médiatique. Alors on dit, finalement, il est plus important pour nous que Damien Abad soit au gouvernement, même si on doit passer cette tempête médiatique. Je ne peux pas croire une seule seconde que le président et la première ministre aient pensé que tout ça allait passer comme une lettre à la poste et qu'on n'allait plus en parler. Donc il y a un vrai choix politique là-dessus. La présomption d'innocence doit être réaffirmée, mais la justice doit aussi passer. Alors, Gilles Plattret, il y a un autre ministre dont on parle beaucoup, mais pour d'autres raisons, c'est le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Vous êtes de ceux qui avaient vivement critiqué sa nomination. Sur Twitter, vous avez dit par exemple la carrière universitaire brillantissime du nouveau ministre de l'Éducation nationale ne doit pas cacher que ses théories confinent au wokisme. Cela signe l'orientation idéologique d'un nouveau gouvernement résolument à gauche. François Bellamy non plus, on va l'écouter. François Bellamy, par exemple, l'eurodéputé, n'a pas mâché ses mots à propos du nouveau ministre de l'Éducation. Écoutons-le. Emmanuel Macron est en train de nommer un ministre de l'Éducation nationale que même Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas osé nommer. On va le citer. Même Jean-Luc Mélenchon, j'en suis convaincu, n'aurait pas osé mettre à la tête du ministère de l'Éducation nationale l'un des cofondateurs du CRAN qui défend depuis des années cette vision décoloniale qui consiste à expliquer que la France est coupable, je cite le ministre, de racisme structurel. Vous n'avez pas l'impression que, en l'occurrence, François-Xavier Bellamy va un peu loin en disant que même Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas osé nommer Pape Ndiaye? J'avais eu un mot auprès d'un de vos confrères en disant que M. Mélenchon, il était inutile de lui faire gagner les législatives parce qu'il était précisément rentré au gouvernement, au ministère de l'Éducation nationale. Ce que je veux dire par là, c'est que, et je redis parce que c'est un parcours extraordinaire que celui de Pape Ndiaye, qui a vraiment, à partir d'une enfance qui n'a pas été singulièrement heureuse, réussi par son talent, par son intelligence, à mériter les lauriers que la République lui a donnés. Mais je pense en revanche qu'il est bien peu reconnaissant de ce que la République a fait pour lui à un moment donné. Il va aux États-Unis dans le cours de son cursus universitaire. Il se dit lui-même choqué lorsque dans une université, une association noire lui propose d'adhérer, en disant « mais c'est pas possible qu'on me propose d'adhérer sur la couleur de ma peau ». Et quand il revient des États-Unis, le discours n'est plus le même. Il a complètement intégré ce discours de ce qu'on appelle la cancel culture, le woke, c'est-à-dire en gros, on a un discours d'abord de race, voilà, la couleur prime l'universalité. La couleur de peau est plus importante que l'appartenance à une communauté supérieure, comme la France l'a toujours défendu. Et il revient en France avec ces idées dont il est un propagateur. Création effectivement de la Confédération des associations noires, le CRAN dont parlait François-Xavier Bellamy,
participation à des réunions non mixtes. Des réunions non mixtes, c'est celles qui sont interdites à certaines couleurs. En l'occurrence, des réunions noires interdites. Il y en a eu au moins une, je ne sais pas. Apparemment plusieurs, m'a-t-on dit. Mais en tout cas, dans son discours, il ne s'en est jamais caché, si vous voulez. Il pense qu'il y a un racisme systémique et que donc il y a un soupçon de culpabilité pour l'homme blanc dans son histoire et notamment en France. Moi, ça me gêne. Encore une fois, je suis admiratif du parcours universitaire. À ceux qui, par exemple, disent que toutes ces critiques qu'on entend, la vôtre, celle de François-Xavier Bellamy, au Rassemblement national également, à ceux qui disent qu'au fond tout cela relève du racisme, qu'est-ce que vous dites ? Écoutez, c'est bien mal réduire le débat, parce que si à chaque fois qu'on a une objection à faire, on va... Écoutez, je pense qu'on a à peu près habillé pour l'hiver ou pour 5 hivers tous les membres du gouvernement précédent. Est-ce qu'ils étaient tous noirs ? Est-ce que M. Macron, à qui est souvent destiné nos foudres politiques, est noir ? Donc c'est un mauvais prétexte et quelque part c'est un renversement d'un argument et c'est assez fallacieux. Je dois dire, allons jusqu'au bout, parce que je trouve cet argument inepte. Je pense que M. Ndiaye n'est pas le seul membre du gouvernement dont les origines familiales sont extra-européennes. Est-ce que vous avez entendu des critiques aussi acerbes vis-à-vis d'autres membres du gouvernement ? Donc on est bien non pas sur la couleur de sa peau, mais sur le fond de son idéologie. Et le symbole, d'ailleurs, Jean-Pierre Chevènement ne dit pas autre chose. S'il faut une conscience de gauche, même ralliée à M. Macron, pour dire que non, ça n'est pas du racisme, les critiques qu'on lui adresse, j'entends Jean-Pierre Chevènement qui dit aussi, mais c'est un signe incroyable, après avoir eu un défenseur de la laïcité. Voilà, c'est peut-être la distance d'idéologie avec Jean-Michel Blanquer qui a surpris. Mais M. Blanquer, alors... On a eu des désaccords, le bilan n'est pas aussi flatteur qu'il nous l'a présenté dans ses 5 ans de ministère. Mais on pouvait au moins lui reconnaître quelque chose, c'est que au sein du gouvernement, il défendait une ligne de respect de la laïcité et de l'école républicaine fondatrice de la nation française. Là, on est dans tout à fait autre chose. Écoutez, on jugera sur les actes, mais en tout cas, le profil a été choisi sciemment par le président de la République et il a été choisi sans que ça soit une surprise qu'il déchaîne autant de critiques. Le parquet financier a annoncé aujourd'hui qu'une perquisition était en cours au siège français du cabinet américain McKinsey. Cette opération est effectuée dans le cadre de l'enquête préliminaire qui a été ouverte le 31 mars pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. À la fin du mois de mars, à propos de cette affaire, Emmanuel Macron avait lancé, sur un ton un peu irrité, c'était dans une émission de télévision, s'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Est-ce que c'est aujourd'hui l'issue que vous souhaitez ? Je souhaite surtout que la justice passe là aussi. Écoutez, on a quand même des éléments qui sont venus au Sénat qui nous disent que cette société n'aurait pas souscrit à ses obligations fiscales pendant de très longues années. 10 ans précisément. Voilà, 10 ans, c'est le chiffre la durée qui a été annoncée. Moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que l'État ait pu passer des marchés aussi importants sur le plan financier avec une société qui n'aurait pas répondu à ses obligations fiscales. Et j'entends encore Monsieur le maire interrogé sur ce sujet au début de la polémique, nous disant tout va bien, sinon, s'il n'y avait pas eu de problème fiscal, jamais McKinsey n'aurait pu avoir accès au marché public. Bon, écoutez, il faut savoir qui dit vrai. Parce que si les obligations fiscales n'ont pas été remplies et que néanmoins l'État a alloué des marchés très importants sur le plan financier à cette société, alors le problème n'est pas simplement un problème d'obligation fiscale. Le problème, c'est aussi un respect de la réglementation par le gouvernement lui-même. Donc c'est pour ça que là, mais c'est très bien, le parquet national financier fait son enquête. Aujourd'hui, une perquisition a lieu. McKinsey en profite d'ailleurs pour dire mais non, nous sommes en règle. On verra bien ce qu'il en ressort. Mais à tout le moins, une enquête absolument nécessaire. Et je dis bien pour toutes les responsabilités. La société, mais également le gouvernement qui a passé des marchés, peut-être en négligeant le fait que l'obligation fiscale n'avait pas été remplie. Le gouvernement a tenu hier son premier conseil des ministres. Il veut mettre le paquet sur les questions de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il annonce que l'indexation des retraites sur l'inflation sera effective dès le mois de juillet. En tout cas, c'est l'intention annoncée. Est-ce que vous saluez cette volonté d'aller vite et fort, ça je ne sais pas, mais en tout cas d'aller vite sur la question du pouvoir d'achat? Quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on a de quoi être inquiet. Je rappellerai quand même que la désindexation des retraites, c'est M. Macron.
au début de son premier quinquennat. Donc aujourd'hui, on revient à l'indexation, ce qui me paraît quand même assez logique. Dans une période d'inflation comme celle qu'on connaît. Mais vous savez, on avait quand même une inflation, elle était évidemment bien moindre que celle qu'on va suivre cette année, mais les retraités ont perdu de l'argent dans les 3 ans qui viennent de s'écouler parce que justement, il y avait des indexations de leur retraite. Donc on revient, on annonce en tout cas, la campagne électorale est souvent pleine de promesses. En tout cas, on annonce qu'après la campagne, on reviendra. Nous y veillerons parce qu'effectivement, c'est une nécessité absolue. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a une véritable paupérisation des gens qui ont des revenus modestes. Quand vous avez un reste à vivre, en gros, c'est ce qui vous reste lorsque vous avez payé ce qui est indispensable, l'électricité, l'eau, les charges locatives. Un reste à vivre pour finalement les dépenses de consommation courante, l'alimentation, les produits d'hygiène, qui parfois est inférieur à 200 €, voire 150 €, et que l'inflation arrive là-dessus, et sur des produits de première nécessité, vous rogne encore 15%, 20% sur certains produits de votre pouvoir d'achat. Mais bien évidemment, il faut agir. Il faudra agir vis-à-vis des retraités, et moi je salue pour le coup, et pour le coup nous le défendons dans cette campagne, la réindexation des retraites, mais il va falloir aussi travailler sur d'autres mesures plus ciblées vers les publics les plus précaires. Je suis en train de le faire dans ma commune de Chalon-sur-Saône, en titre d'aide non facultative, c'est-à-dire une aide volontaire de la collectivité, quand il y a un tout petit reste à vivre pour des personnes ou des familles qui vont être complètement laminées par l'augmentation des prix. Il nous reste à peu près 2 minutes. Je voudrais qu'on évoque les législatives et ce qu'elles représentent pour les Républicains. Est-ce que ces élections peuvent être autre chose pour vous qu'une nouvelle étape dans l'affaiblissement de votre parti ? C'est une étape de vérité. Et c'est pas la peine que j'emploie de la langue de bois. Enfin, vous me connaissez un peu, j'ai pas trop l'habitude de le faire. On peut sortir laminé de cette élection, mais on peut aussi sortir survivant de cette élection. Ça va dépendre très concrètement de ce que les Républicains arriveront à conserver de circonscriptions aujourd'hui qu'ils possèdent, voire à en regagner d'autres. Si les Républicains finissent à 20 députés, là où ils sont partis à 104 à la fin, parce qu'on a quand même gagné quelques législatives. Mais au fond, est-ce que ça ne vaudrait pas mieux tout détruire pour tout reconstruire ? En tout cas, il y aura une refondation idéologique. Pas tout détruire, c'est une fois que tout est effondré. Je comprends bien. Les électeurs décideront. Si effectivement on est à 20 députés, il est évident qu'il va falloir imaginer quelque chose de nouveau. Si en revanche, les Républicains se maintiennent là où ils sont, s'ils sont une force qui continue de compter au Parlement, alors il faudra aussi nous interroger. Moi, je suis de ceux, et je l'ai dit publiquement, qui souhaitent participer à une refondation, un vrai travail de débat, d'idées, parce que je pense qu'on s'est dilué avec le temps. On ne sait plus qui exactement nous sommes, entre les centristes, les gens qui sont plus à droite, c'est plutôt mon cas en l'occurrence, et qui finalement cohabitent dans l'union des droites, par exemple, défendue par Éric Zemmour, est-ce que c'est un discours, c'est une idée qui vous séduit ? La droite est vainqueur lorsqu'elle est plus que la droite, lorsqu'elle est la France. L'union des droites, c'est un concept politicien. Je vais vous dire très honnêtement, les Français s'en moquent. Ils se fichent de savoir si c'est l'union des droites. Ce qu'ils veulent, c'est que la famille de pensée qui est celle de la droite française, qui est composite, vous le savez bien, et que cette famille de pensée réponde à leurs obligations. C'est pas par des accords de parti qu'on y répond, c'est par une offre programmatique, une idéologie qui correspond exactement à ce que les Français attendent. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci Gilles Platret, merci à Flore Simon et Camille Léran qui ont participé à son élaboration. Bonne soirée.